clap. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On discute. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Madame Juliette Delus. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me gratifier de votre présence sur ce podcast. Avec Vous êtes plaisir. actuellement la présidente du directoire de UTIM, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. On va aborder dans ce podcast ce qu'est UTIM, comment est-ce qu'il interagit dans l'écosystème de l'UTC. On va également parler un tout petit peu de la propriété intellectuelle, car vous avez une formation de juriste et vous enseignez notamment au sein de l'UV, donc GE28 pour les adeptes de l'UTC, qui est l'UV de droit de la propriété intellectuelle. Donc on va essayer d'aborder tout ça. En guise d'introduction, j'ai une petite série de questions pour vous. Initialement, c'était une série où on essayait de faire ça de manière chronométrée. Finalement, vu qu'on préfère les questions au temps, on a décidé d'aller jusqu'au bout des questions. Mais je vous laisse y répondre de la manière la plus succincte possible. S'il y a des questions qui vous taraudent un peu, on peut derrière y répondre de manière plus longue. Ça vous va ? Très bien. Top. Pour être un bon juriste, il faut une bonne mémoire et beaucoup de charisme. Vrai. On dit objection votre honneur en droit français. Pas tout à fait. Un bon rhéteur est un bon juriste. Ah non, mince, on l'a déjà fait. Il faut absolument protéger son invention par un brevet. Pas forcément. Une création réalisée par un employé appartient toujours à l'entreprise. Faux. La recherche documentaire de la propriété dans la propriété intellectuelle se fait seule à UTC. Faux. Un brevet, ça coûte très cher. Vrai. Vous nous recommandez de faire signer des droits à l'image. Tout à fait. Le UTIM SA ne fait pas partie de l'UTC. Si. C'est une structure adossée à 100% à l'UTC. Peut-on breveter une technique de survie en amphi pour les cours un peu trop soporifiques ? Ah, ce serait pas mal. Ça va mettre en place. Un étudiant motivé tournant un podcast dans un studio appartenant à l'UTC peut-il prétendre à des droits dessus ? Pardon, excusez-moi. Un étudiant motivé tournant un podcast dans un studio appartenant à l'UTC peut-il prétendre à des droits sur ce podcast ? Si effectivement le contenu est valorisable par le droit d'auteur, oui, pourquoi pas. Et un podcast concurrent l'attaque en contrefaçon. Seriez-vous en charge de la défense ? J'aime toujours défendre les innocents. Protéger une idée avec plusieurs inventeurs, c'est la galère. Pas forcément, non. Le droit, notamment la propriété intellectuelle, c'est un monde de requins. Faux. En 2 mots, que dit l'article 1er du CPI ? Il n'y a pas d'article premier dans le CPI. Et alors, l'alinéa 4 du L212-14 de la section 3 du chapitre 2 du livre 2 de la première partie du CPI. Que de belles choses. On l'a regardé quelque part, mais on n'a pas retenu ce que c'était non plus. L'UTC protège ses recherches tout en ayant un devoir de partage des connaissances. Oui. Et UTIM, c'est l'équipe de foot de l'UTC. C'est le bras armé De de l'UTC. l'UTC. Donc pas l'équipe de foot ? Ça peut être aussi une équipe de foot, mais entièrement féminine du coup. C'est vrai ? Entièrement féminine ? Oui, les personnels permanents du team sont des femmes, effectivement. Et dans ce cas, ça nous fait la bonne introduction pour la suite. Qu'est-ce qu'UTIM ? Alors, UTIM est la filiale détenue à 100% par l'UTC qui met en relation, en lien, les enseignants-chercheurs, doctorants, personnels impliqués dans les travaux de recherche des laboratoires de l'UTC avec le monde socio-économique. Autrement dit, nous gérons les contrats qui sont conclus avec nos partenaires socio-économiques et qui ont pour objet effectivement de mener un certain nombre de travaux de recherche, pourquoi pas travaux pédagogiques dans le cadre des ateliers projets par exemple, avec la participation d'étudiants, chapeautés par leurs encadrants. Et nous gérons effectivement ces contrats-là des pourparlers, de la période de négociation précontractuelle à la signature et jusqu'à la fin du projet, puisque nous suivons également la gestion financière des travaux, donc les achats des enseignants-chercheurs pour leur permettre de mener à bien leurs travaux de recherche. C'est un point qui est assez intéressant parce que souvent, quand on a l'image de l'UTC, on ne fait pas un lien direct, je le trouve, avec le monde notamment de l'entreprise et des industries. Bien même que ma formation, par exemple, soit en génie des procédés, donc souvent très liée à l'industrie, mais pour nous, c'est l'étape d'après l'UTC, alors qu'en réalité, l'UTC est étroitement lié avec l'industrie. Oui. Quels sont les intérêts en fait, de l'UTC à être lié avec les industries ?
En fait, si vous voulez, on est ici dans une université de technologie qui fait de la science fondamentale, bien sûr, mais qui fait aussi, et peut-être surtout, de la science applicative, et qui, à ce titre-là, a intérêt, on va dire, à se connecter aux enjeux socio-économiques. Et ce qui est intéressant ici, avec les relations avec nos partenaires industriels, c'est effectivement cette détection des besoins qui se posent à l'heure actuelle et qui permettent, pourquoi pas, de poser sur le papier un nouveau sujet de recherche qui permettra, in fine, à la société de progresser en termes d'innovation, de technologie. J'avais déjà eu un premier aperçu de ce lien entre entreprise et UTC en discutant avec la présidente de la fondation de l'UTC, oui. Et qui m'avait expliqué qu'en fait, dans la secrétaire générale, et donc le président de la fondation, qui lui est le directeur également du groupe Saint-Gobain, d'une partie du groupe Saint-Gobain, si je ne me trompe pas. Donc ce qui dénotait d'un lien assez étroit avec l'industrie. Et c'est lors de vos enseignements en GE28, donc UV de droit de la propriété intellectuelle, que vous avez de nouveau initié en fait à ce lien-là. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est quels sont les intérêts de chacun des parties. Et notamment l'intérêt, ce dont vous m'expliquez en cours, c'est que l'intérêt du TC est double. Il est à la fois de consolider des liens, si j'ai bien compris, avec l'industriel, mais aussi de laisser un libre accès à la connaissance. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment, et c'est là que UTIM a une valeur ajoutée assez importante, l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre les intérêts de chacun pour effectivement préserver le patrimoine de l'UTC que sont les travaux de recherche, mais à la fois de permettre à nos enseignants-chercheurs de pouvoir communiquer, publier, diffuser leurs résultats pour les ouvrir à la communauté scientifique et aux étudiants. Et donc, c'est un point de vue que je trouve assez intéressant, parce que donc, vu que le rôle du UTC est double, comment ça se manage en interne, peut-être notamment au sein de UTIM, pour à la fois ne pas trop aller dans le sens de la diffusion de la connaissance, parce que sinon notre partenaire industriel doit se sentir floué, et donc ça peut endommager le lien de confiance entre les deux, qui je pense est également nécessaire dans un but d'employabilité des étudiants par exemple, et même des enseignants-chercheurs. Et de l'autre côté, comment est-ce que vous garantissez, comment est-ce que l'UTC ne s'implique pas dans la création d'un monopole par exemple par l'industrie ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces travaux de recherche sont sécurisés par le contrat. Le contrat qui va déterminer les conditions selon lesquelles les droits et les obligations de chacun et les conditions selon lesquelles les travaux de recherche vont être menés. Et effectivement, ces clauses vont permettre d'une part de sécuriser, on va dire, la propriété intellectuelle, des connaissances propres, donc du bagage de chacun, que chacun apporte au démarrage du projet, jusqu'à l'obtention des résultats et finalement la finalité qui peut être effectivement une valorisation publique ou une réservation privative via par exemple un dépôt de brevet ou un dépôt de logiciel auprès de l'APP. Mais en toute hypothèse, le contrat va ménager les intérêts de chacun pour effectivement permettre de concilier les deux. Et c'est ça qui est très intéressant dans mon métier et dans le positionnement d'UTIM. UTIM, c'est une société privée, mais qui est détenue par un établissement public. Donc UTIM parle le langage du monde socio-économique, mais parle aussi le langage des académiques. Et ce positionnement public-privé lui permet aussi de bien comprendre les intérêts de chacun et de bien pouvoir, et de façon neutre, préserver les intérêts de chacun. Et justement, j'y viens sur ce double positionnement de UTIM. Vous avez une formation de juriste, si je ne me trompe pas. Or, maintenant, vous exercez quand même dans un milieu qui est très tourné vers la recherche. Oui. Et je suppose que c'est un peu cette ambivalence qui se ressent au sein d'UTIM. C'est à la fois avoir l'aspect contractuel et juridique qu'on a en arrière-plan, mais tout en restant en contact de la recherche.
Oui, oui, tout à fait. Et alors, j'ai aussi une formation de financière, Ok. mais c'est absolument ça. C'est l'idée de se dire, on a finalement une entreprise, une SA, qui va axer ses travaux sur les aspects juridiques en connexion avec les enjeux recherche de son établissement de rattachement. Et on a un peu parfois l'image des savants, pas savants fous, c'est un peu dur, mais d'un savant qui, Mm. enfin, souvent une fois qu'ils sont pris dans leur recherche, qui foncent un peu parfois tête baissée. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une image complètement galvaudée, Oui. mais justement, à quel point pour vous est-ce que c'est important d'avoir justement aussi une recherche qui est éduquée à cette propriété intellectuelle et au fait qu'il faut être prudent sur ce qu'on divulgue, ce qu'on montre, ce qu'on Alors, diffuse. je dirais pas éduquer parce que chacun son métier et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là. Et surtout peut-être pour ça qu'on est là parce que la structure ultime permet cette agilité hein, et cette décharge en fait administrative, on va dire, de l'enseignant-chercheur. Et l'enseignant-chercheur, quand il vient nous voir, bien sûr, on va lui expliquer les enjeux, on va réfléchir avec lui aussi, on va le mettre à contribution pour bien comprendre les enjeux scientifiques et bien adapter le contrat qui sera le miroir finalement du réalisé et qui sécurisera véritablement les travaux de recherche. Mais je ne pense pas qu'il faille l'éduquer. Voilà, c'est vraiment, enfin, je mettrai une petite nuance sur votre propos, mais effectivement, on a besoin, réciproquement en fait, hein, de s'expliquer bien les choses et de traduire en termes juridiques les besoins de l'enseignant-chercheur et les besoins du partenaire industriel pour, in fine, trouver une conciliation équilibrée et juste pour chacun. C'est une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que vous avez déjà eu des difficultés face à des enseignants-chercheurs qui peut-être avaient du mal à comprendre l'importance d'avoir un cadre légal propre, Alors non, je dirais pas ça. ou au contraire, souvent ils sont plutôt peut-être à l'écoute Oui, alors ils sont à l'écoute. Bon, je pense ils ont peu de temps en fait, donc ils sont assez, je pense, rassurés finalement que qu'UTIM endosse cette charge et cette responsabilité. Et puis c'est très technique, hein, faut dire ce qui est. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, chacun son métier. Mais non, non, ils sont réceptifs à notre travail et il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Vous avez du coup aussi fait le choix de devenir enseignante au sein de GE28, UV, donc enseignée par Madame Petlin, afin de peut-être nous éveiller, donc, en partie notamment sur la partie contractuelle Oui. De GE28. Pour vous, quelle est l'importance pour un étudiant d'être éveillé justement à ces notions ? Alors, c'est effectivement de l'éveil. J'essaye de vous faire réfléchir sur les enjeux. C'est plus que vous apprendre des fondamentaux, parce que vous êtes ingénieur, c'est de vous faire comprendre ce qui peut être important. Quel que soit le chemin que vous preniez, ce qui peut être important en termes de propriété intellectuelle et aussi en termes contractuels, parce que mon cours, vous l'avez vu, hein, il est pas seulement fondé sur la propriété intellectuelle, il y a aussi beaucoup de droits des obligations, droits des contrats, pour que vous puissiez aussi avoir les billes pour interpréter les différents contrats que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie. Contrat de bail, contrat de cession, etc. Et que vous puissiez bien mesurer en fait votre engagement. C'est vrai que l'UV, je pense, ça s'applique à l'UV, mais en particulier à la notion plus contractuelle. Souvent, on avait une image, notamment pour un certain nombre de TSH, d'UV donnant des notions importantes, voire clés à des étudiants, mais parfois souvent pour leur avenir ou dans leur futur professionnel. Peut-être que mon ressenti, mais je crois que la volonté aussi de GE28, c'est de s'inscrire même dans le présent des étudiants. Absolument. En fait, il y en a un grand nombre, aujourd'hui même de plus en plus jeunes, qui deviennent auto-entrepreneurs. On en a reçu récemment sur ce podcast. Et donc, c'est aussi leur donner des clés afin d'éviter que leurs innovations soient... Oui, vous avez absolument raison. Ceux qui sont effectivement réceptifs à cela, ça leur permet aussi de s'aiguiller
vers quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément envisagé et d'avoir les clés pour, pourquoi pas, se dire, ah oui, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pour moi, ou peut-être que je vais aller me diriger vers un atelier projet parce que ça me semble intéressant, ou peut-être que je vais aller frapper à la porte de la Junior UTC parce que je trouve ça assez intéressant. Donc c'est effectivement aussi vous permettre d'avoir les armes et ne serait-ce que l'idée de faire ça, tout à fait. Et pour vous, justement, se former à l'aspect plus juridique au sein d'un parcours d'entrepreneur, vous pensez que c'est une plus-value pour l'avenir des étudiants ? Complètement. Non seulement c'est une plus-value, mais c'est indispensable. Oui, ne serait-ce que pour leur propre protection dans leur contrat qu'ils auront à signer. Oui, tout à fait. Au sein de UTIM, vous avez parfois une mise en contact entre industriels et étudiants ? Alors, à travers l'AP ? Alors, c'est déjà arrivé, effectivement, qu'un partenaire industriel capte, on va dire ça comme ça, un étudiant stagiaire, par exemple, un étudiant qui a fait un stage dans le cadre de son cursus et qu'il souhaite poursuivre la relation avec lui et que l'étudiant veuille mettre en place, pourquoi pas une thèse. C'est déjà arrivé que finalement le dossier nous arrive via l'étudiant, mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, c'est quand même les enseignants-chercheurs qui mettent en place les travaux de recherche. D'accord. C'est la notion qui m'intéresse en particulier, enfin une notion qui m'intéresse en particulier pour avoir vos éclaircissements d'un point de vue plus juridique et notamment contractuel. Par exemple, dans une UVEC que je suis actuellement, nous sommes sur un projet en lien avec une industrie très axée en procédés. Je sais qu'il y a beaucoup d'AP aussi, donc d'ateliers projets qui se font pour les étudiants en génie urbain. Comment est-ce que ça se matérialise et comment est-ce que... parce que c'est un lien direct entre l'industrie et les étudiants. Absolument. Or, pourtant, ça relève d'enjeux assez importants de confidentialité. Absolument. Probablement des enjeux auxquels les étudiants ne sont pas toujours nécessairement avertis, puisqu'on a l'impression que c'est une UV comme une autre. Comment est-ce que, à l'échelle UTC ou à votre échelle, ça se manage ? Alors, lorsqu'on met en place un atelier projet, donc les étudiants s'inscrivent, ils sont encadrés par l'enseignant en charge de l'UV et effectivement, l'étudiant qui fait le choix de suivre cette UV va signer un engagement de confidentialité pour sécuriser finalement les données confidentielles qu'il va recevoir. De cette manière, le partenaire industriel est rassuré. Toujours est-il que parfois, le partenaire industriel demande lui aussi un engagement de confidentialité. Donc, il peut arriver que l'étudiant en signe deux pour notamment des problématiques qui sont particulièrement sensibles. Mais voilà, c'est vraiment cet engagement de confidentialité finalement qui va sécuriser les données reçues par l'étudiant. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que quand on signe un engagement de confidentialité comme ça, bien sûr, il faut aussi faire attention à l'endroit où on travaille. Si on travaille à la bibliothèque ou si on travaille, voilà. Donc, quand on signe un engagement de confidentialité, on s'engage véritablement à assurer la sécurisation des données. Et sur des thématiques industrielles, on comprend que les enjeux sont conséquents. C'est un engagement personnel. Et si ça fait comme prendre des risques à l'industriel d'un point de vue de confidentialité, alors risque plus ou moins modéré selon l'AP. Quel intérêt l'industriel il a, c'est être au contact de jeunes étudiants, avoir un point de vue neuf ? Alors, il peut y avoir plusieurs intérêts. Effectivement, le contact avec les étudiants en est un. Les idées, la multiplicité d'idées qui donne lieu finalement sous la tutelle de l'enseignant-chercheur qui va venir quand même mettre sa patte aussi, mais la multiplicité d'idées qui peut ouvrir des solutions non envisagées et qui donc permet une émulation assez intéressante. Je pense que c'est les deux atouts majeurs que je vois, mais il peut y en avoir d'autres. Tout dépend de l'intérêt du partenaire industriel, mais je pense que c'est vraiment ça, oui. Ça fait quelques années, je crois que vous avez rejoint UTIM en 2018, si je ne me trompe pas. Oui, j'étais même venue un peu auparavant, puis repartie, mais oui. Et depuis, est-ce que vous avez vu des évolutions concrètes sur cette période de temps, ne serait-ce qu'en termes de politique juridique au sein de l'UTC, par exemple ?
Alors oui, il y a eu des évolutions, bien sûr, il y a eu beaucoup d'évolutions, et heureusement, mais les fondamentaux restent les mêmes, le métier reste malgré tout le même, et les enjeux sont les mêmes. Donc je dirais que le fond n'a pas changé, la forme a un petit peu changé. Question peut-être bête, mais les partenaires industriels, ça évolue. Est-ce qu'ils évoluent énormément? Enfin, est-ce que le lien entre UTC et les partenaires évolue beaucoup? Est-ce qu'en fait ce sont des partenaires qui sont les partenaires typiques qui sont les mêmes depuis les 50 ans de l'UTC? Ou alors est-ce que pour vous, au contraire, ça évolue en permanence? Alors, on a des partenaires historiques qui nous font confiance depuis très longtemps. Et on a aussi du turnover, on a des startups qui viennent nous voir, enfin voilà, vraiment une pluralité de partenaires. On a aussi des collectivités qui viennent travailler avec nous. Donc voilà, mais il y a quelques partenaires historiques en effet. Afin d'avancer un tout petit peu dans l'interview, je me permets de vous montrer une vidéo, enfin un extrait d'une série plus précisément, qui fait lien, donc c'est The Social Network, et qui parle donc lors de la création de Facebook. Et qui donc, hop, on en viendra donc sur une question qui touche à la propriété intellectuelle du numérique. En gros, juste après le lancement du site. J'y crois pas. Les filles, comment elles Ils s'appelaient? disent que les jumeaux Winklevoss déclarent que tu as volé leur idée. Je trouve que c'est un petit peu plus que moyennement ennuyeux. Eux, ils trouvent que c'est un petit peu du vol de propriété intellectuelle. Écoute, Pourquoi tu me l'as pas montré? parce qu'elle m'était adressée à moi. Ils racontent qu'on a volé de Facebook à Divya Narendra et aux jumeaux Winklevoss. Je sais ce que ça raconte. On l'a fait? On a fait quoi? N'essaie pas de m'endormir. Regarde-moi. La lettre dit qu'on pourrait être attaqué en justice. Non, elle dit que je pourrais être attaqué en justice. Ça vient d'un avocat, ils doivent penser qu'ils ont de sérieux griefs. L'avocat en question, c'est le juriste à papa. Est-ce qu'ils ont des griefs? Le seul, c'est que notre site est cool et populaire et que Harvard Connection est débile ou Ardo. J'ai utilisé aucun de leurs codes, je te promets, j'ai rien utilisé du tout. Écoute, le gars qui fabrique une jolie chaise ne donne pas d'argent à tous ceux qui avant ont fabriqué une chaise, ok? Ils m'ont proposé une idée, j'en ai eu une meilleure. Pourquoi tu m'as pas montré cette lettre? Je pensais pas que c'était la fin du monde. On va s'arrêter là. La question qui en découle, c'est notamment beaucoup d'étudiants de l'UTC travaillent dans le milieu du numérique. Est-ce que ce milieu qui souvent a l'air un peu plus libre et un peu plus... Oui, je pense que libre c'est un bon mot, parfois presque des zones de non-droit entre guillemets. Est-ce que ce milieu relève de beaucoup de nouveaux challenges pour les étudiants, notamment ceux qui se lancent dessus? Absolument. Il y a énormément d'enjeux derrière. En droit de la propriété intellectuelle, il y a beaucoup de dangers à connaître, beaucoup de pièges. Et c'est pas parce que c'est libre que ça l'est véritablement. Les licences libres sont catégorisées en fait, en licences permissives, non permissives, etc. Et donc on a notamment typiquement la licence virale qui peut engendrer beaucoup de conséquences. Donc il faut faire extrêmement attention, il faut être très alerte des dangers et ça peut coûter très cher. Donc, par exemple, un étudiant qui aurait lancé son auto-entreprise sur une plateforme en ligne, que lui recommanderiez-vous au moins pour soit s'assurer un peu et avoir une solution de sortie, ou alors même ne serait-ce que pour s'informer s'il est dans la légalité ou non? Il faut absolument prendre conseil auprès d'un avocat ou d'un juriste. Et puis, si effectivement c'est basé sur une technologie dite libre, il faut s'assurer du régime applicable à cette technologie avant de faire quoi que ce soit et surtout de bien vérifier l'antériorité, ce qui existe aussi. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment prendre son temps, se faire conseiller, bien se positionner par rapport au marché et attendre d'être véritablement sûr de soi avant de diffuser en fait. Parce qu'on peut s'intérioriser soi-même. C'est vrai. Et est-ce que vous, de vos connaissances, vous savez si l'UTC accompagne souvent les étudiants dans cette protection de leurs œuvres, de leur création? Alors, je pense que oui. C'est pas côté ultime, ouais. Mais je pense que de toutes les manières, il doit y avoir quelque chose à l'UTC pour accompagner les étudiants. Je pense notamment les étudiants à l'entrepreneuriat. Il y a le parcours élite, donc chaperonné à l'UTC. Donc oui, il y a un accompagnement, c'est sûr, pour les étudiants qui souhaitent se lancer. Et puis,
les étudiants aussi peuvent, s'ils ont une technologie et de toutes les manières ont un esprit d'entrepreneuriat, une volonté entrepreneuriale, il y a aussi bien sûr l'incubateur. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que nous avions reçu Omar Eloumi sur le podcast. Normalement, à l'heure à laquelle ce podcast sort, il est déjà disponible sur nos réseaux. Et Omar Eloumi qui avait été aussi en entrepreneuriat élite et qui avait été suivi par l'UTC dans son parcours. Donc je pense que oui, ça doit être ça. Un point de je crois, vos missions au sein du team, si je ne me trompe pas, et qui pourrait probablement intéresser un grand nombre d'étudiants, c'est l'encadrement de thèses. Oui. Parce que donc, les thèses, on entend un peu parler, mais pas tant que ça en fait pendant notre cursus à l'UTC. À quel point est-ce que pour vous c'est une richesse, à quel point est-ce que c'est encadré par l'UTC, une thèse notamment en lien avec un partenaire industriel? Alors, une thèse, déjà une thèse c'est une aventure. Ça dure quand même 3 ans, hein, donc il faut vraiment avoir la volonté, il faut vraiment que ce soit en soi, hein, avant de se lancer. Mais en tout cas, tous les thésards que je côtoie sont absolument ravis de cette aventure et sont convaincus de leur choix. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau de la thèse, bon, bien sûr, il faut trouver l'encadrant. Et puis la thèse effectivement peut être menée en partenariat avec un partenaire industriel, ce qui est particulièrement intéressant aussi pour justement pour tous ces aspects socio-économiques et ces enjeux derrière, et ça permet aussi aux partenaires industriels d'avancer aussi avec le thésard sur une technologie. Donc on arrive à quelque chose peut-être de très concret, très pratico-pratique, qui peut, pourquoi pas, aboutir à une exploitation derrière. Donc c'est assez intéressant. Et il y a notamment ce dispositif CIFRE qui incite finalement nos partenaires industriels à financer des thèses et qui permet à nos thésards aux partenaires industriels de financer via subvention une partie du salaire du thésard. Donc, c'est la question que je vais vous adresser. Un contrat de thèse est relativement similaire à un contrat de recherche, ou au contraire il y a des différences entre les deux? Et si oui, quel est l'intérêt en fait d'une entreprise ou d'une industrie à se tourner vers une thèse plutôt que vers une recherche classique? Alors, les contrats sont peu ou prou schématisés de la même manière, avec des petites subtilités, bien sûr, parce qu'il y a des cas spécifiques pour la soutenance, par exemple. Mais effectivement, les enjeux restent les mêmes, hein, puisque ce sont des travaux de recherche menés en commun, et que le thésard va être co-encadré en fait par son directeur de thèse académique et un responsable scientifique et technique côté industriel. L'intérêt pour le partenaire industriel de s'engager dans l'aventure d'une thèse, bien évidemment, c'est de contribuer à la lancée de carrière d'un doctorant, c'est quand même assez intéressant. Et puis pourquoi pas de le capter, de le pérenniser derrière. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Le thésard peut faire le choix effectivement d'enseigner, ou il peut faire le choix avec son diplôme en poche, sa thèse en poche, de peut-être pour un temps de continuer son travail au sein de l'entreprise. On parle de post-doctorat. Peut-être pour le mot de la fin de ce podcast, qu'est-ce que vous adresseriez comme message à un étudiant qui nous regarderait, en termes de protection personnelle et de comment s'informer lui sur ne serait-ce que ses contrats futurs et à venir, et notamment sur des recommandations? Est-ce que vous leur recommanderiez de faire une thèse? Peut-être aussi nous éclairer un peu sur comment est-ce que ça va être bénéficiable à l'étudiant en termes de contact industriel? Oui, alors je crois que c'est tout à fait indispensable aujourd'hui de se démarquer. Moi, quand j'étais étudiante, je suis partie en Australie après mon bac pour me démarquer, pour faire la différence, avoir quelque chose en plus et avoir une vision différente aussi. Et je pense que quand on est étudiant, aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui ou quand j'étais étudiante moi, et ce sera le cas aussi dans quelques années,
c'est important d'avoir cette vision un peu macro et de sortir un petit peu de sa zone de confort, de cours, de soirée étudiante le jeudi soir. Je sais pas si c'est encore le jeudi soir, mais enfin, Si. bref. Et d'avoir une vision très pratique en fait, et puis un pied dans le monde socio-économique. Ça c'est super important parce que ça vous permet aussi de vous démarquer. C'était un peu le fil conducteur de l'interview, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelque chose que l'UTC met très en avant avec les UVTSH, que ce soit GE28 ou GE15, on l'a abordé un peu avant le podcast, mais même il y a beaucoup d'autres UV, que ce soit de la philosophie, des sciences cognitives, de l'histoire, de l'économie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, ça me fait très plaisir de vous interviewer. Et merci aussi à tous ceux qui nous regardent en ce podcast. Il y a de nombreux épisodes encore qui arrivent. J'adresse mes remerciements aux équipes derrière les caméras, à l'équipe de la communication de l'UTC qui nous soutient, à la CAP pour nous prêter le podcast, à vous les viewers et à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt.